Moi, je suis rentré en 1973 à L'Oréal, il y a donc un certain nombre d'années. J'ai passé 10 ans dans l'industrie et j'ai rejoint la direction des actions sociales en 1983 et je suis devenu directeur des actions sociales en 1985 après 2 années de prise de connaissance du domaine. Alors vous savez que c'est un domaine collectif, donc je m'occupe de tout ce qui présente un caractère collectif en France et en principe à l'international, parce que vous imaginez bien que c'est d'autant plus difficile qu'on s'éloigne de la France pour des raisons qui sont de connaissances juridiques nécessaires, qu'on n'a évidemment pas forcément. Donc je m'occupe notamment des questions de relations avec la représentation du personnel, les organisations syndicales, les négociations, puis tout ce qui est collectif, c'est-à-dire les systèmes de retraite, les systèmes de prévoyance, la participation, l'intéressement, et également tout ce qui tourne autour des questions d'insertion et des questions d'apprentissage, depuis que L'Oréal a accentué fortement son engagement dans ce domaine en 1993. Dans chaque pays, il y a... D'abord, je veux dire que la direction des actions sociales se situe au sein de la direction générale des relations humaines. Il y a dans chaque pays une DRH, c'est-à-dire un DRH pays. Il y a en France des directeurs des ressources humaines et des directeurs du personnel dans chacune de nos entités. Il s'agit de la maison mère, la société juridique L'Oréal, la maison mère, qui représente à peu près 5500 personnes, pour lesquelles je suis tout à fait en direct. Et pour les autres, c'est pris en charge évidemment localement. Vous savez, en 1993, tout le monde se souvient que d'un seul coup, le chômage des jeunes, enfin peut-être pas d'un seul coup, mais le chômage des jeunes est apparu comme quelque chose qui était tout à fait insupportable, puisque un jeune sur 4 était au chômage. Évidemment, on s'est posé la question à L'Oréal de savoir quelle contribution on pouvait apporter, et nous pensons toujours que L'Oréal a une capacité particulière dans l'intégration des jeunes, le développement des jeunes, la formation de ces jeunes, et c'est assez naturellement qu'on a regardé ce qu'on faisait déjà dans le domaine de l'apprentissage et qu'on a notre engagement dans ce domaine. En 1993, on a pris l'engagement, d'ailleurs, vis-à-vis du ministère du Travail de l'époque, d'accueillir 100 apprentis d'ici la fin de l'année 1994, c'est-à-dire au bout d'un an et demi. Alors, le lancement s'est fait de façon très décentralisée en France, c'est-à-dire chacune de nos entités a pris en charge cette mission nouvelle, et il s'est trouvé que leur enthousiasme a été tel que dès la fin 93, nous avions accueilli 140 apprentis. Alors évidemment, on a structuré tout ça, on a mis en place une structure de coordination, un pôle de coordination apprentissage en France, et puis on a créé tout autour de ça une organisation avec des maîtres des métiers qui sont des spécialistes et qui peuvent nous aider à détecter les meilleures formations, les meilleurs CFA correspondant à nos besoins. Et puis on a également fait appel aux maîtres d'apprentissage qui sont tous volontaires. Alors vous savez, depuis 1993, on a accueilli plus de 2000 apprentis, c'est-à-dire 2250 apprentis. Comme on s'était placé dans une dimension aussi d'insertion, c'est formation, qualification et insertion. Donc dès le départ, on a considéré qu'on n'embaucherait pas forcément tous les apprentis qui venaient chez nous. Ceux-ci allaient bénéficier pendant une période, 1 an, 2 ans, double formation, c'est une formation académique dans leur CFA et puis une formation sur le terrain à L'Oréal avec l'acquisition d'une expérience professionnelle. On a embauché 30% des apprentis qui sont apprentis diplômés, parce qu'on en a aujourd'hui évidemment beaucoup dans les maisons qu'on ne peut pas embaucher parce qu'ils sont en apprentissage. On a embauché 30% des apprentis diplômés. On pense que c'est très bien comme ça. L'apprentissage s'inscrit parfaitement dans notre politique de ressources humaines, en s'appuyant sur deux grands pivots, c'est-à-dire à la fois la sélectivité, si on cherche des personnes qui soient les plus qualifiées possibles et qui aient un parcours académique évidemment le plus adéquat avec les métiers qui sont les nôtres, et en même temps la diversité. Donc on trouve au sein de l'apprentissage des personnes qui ont des parcours originaux et qui ne sont pas du tout des parcours d'échec, parce qu'on pense aujourd'hui que c'est une voie de formation tout à fait excellente. Encore une fois, parce qu'elle combine une formation académique avec la possibilité pour des jeunes d'acquérir une connaissance véritable de l'entreprise. Vous savez, je pense qu'un taux de 3% est un taux qui est correct pour nous. On y est arrivé très progressivement d'ailleurs, et quand on était à 2%, il y a la magie des chiffres. Quand on est à 2%, il y a déjà même assez longtemps maintenant, on s'est toujours posé la question de savoir s'il y avait
un équilibre, si 2% c'était bien par rapport à la capacité d'accueil, notre capacité à mobiliser les maîtres d'apprentissage. Et puis on s'est retrouvé petit à petit entre 2,5%, 2,7%. Aujourd'hui on est pratiquement à 3%, et on a une capacité d'accueil des apprentis qui sont des jeunes gens qui véritablement apportent quelque chose dans l'entreprise. Et pour les maîtres d'apprentissage, c'est tout à fait formidable, parce que c'est la possibilité de travailler avec des gens jeunes, qui sortent de l'université, qui sont encore en cours d'études et qui les interrogent. Et c'est pour eux la possibilité d'abord de se remettre en question, de conceptualiser un certain nombre de choses qu'ils font tous les jours et dont ils mesurent l'importance en termes de conseils pour l'apprenti. Donc on va continuer comme ça. Les conseils, sûrement pas. Je veux dire, c'est pas nous faisons notre travail à L'Oréal et on prend connaissance des textes, on les applique. On a nécessairement un certain nombre de questions qui se posent, moins d'ailleurs dans le domaine pédagogique que dans le domaine de la prise en charge, mais on a des questions sur l'évolution du financement de l'apprentissage, parce qu'il y a des modifications qui sont assez fréquentes. Et l'environnement législatif s'est transformé, donc on s'adapte à chaque fois, et nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours de savoir ce que sera le coup d'après. Pour nous, le grand changement, c'est 1993. En 1993, les freins qui existaient en matière d'apprentissage ont été levés à l'époque par le gouvernement. C'est-à-dire à partir du 1er janvier 1994, il a été possible pour des entreprises comme la nôtre d'accueillir de façon extrêmement simple des apprentis en établissant une relation entre l'apprenti et le CFA. Donc pour nous, ça a été la grande modification qui nous a permis de développer l'apprentissage. Alors depuis, il y a eu de nombreuses modifications législatives. On peut dire qu'elles sont plutôt allées dans le sens d'un renchérissement de l'apprentissage, y compris pour les entreprises qui s'étaient fortement investies dans ce domaine. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3%, donc le quota qui est introduit avec une obligation d'emploi de 3% d'apprentis est quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Peut-être que d'autres entreprises vont avoir évidemment un effort très important à faire pour accueillir des apprentis. Ce n'est pas notre cas. On pense qu'il y aura un renchérissement du coût de l'apprentissage, et surtout ce qu'on espère, c'est que l'augmentation du nombre d'apprentis sera accompagnée parallèlement par une augmentation de l'offre diversifiée de formation en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc c'est notre souhait, tout ça va évidemment dans le bon sens, parce qu'on pense que c'est un moyen de formation tout à fait formidable. Donc plus on d'apprenti, plus on est content. Plus de 90% des jeunes gens que nous accueillons visent un diplôme d'un niveau Bac+2 et au-delà. Donc on ne peut plus concerné par évidemment l'évolution du coût de l'apprentissage et des parcours qui sont des parcours internationaux pour ces apprentis qui aujourd'hui sont véritablement demandeurs de cela. Aujourd'hui, on a des niveaux de qualification qui sont des qualifications élevées à L'Oréal, donc l'apprentissage junior est quelque chose qu'on va regarder, qu'on a commencé à regarder, mais je crois que très sincèrement, je préfère dire que c'est certainement pas une direction dans laquelle on va aller. Franchement, je le pense. On fait tout, je veux dire, on fait tout. C'est-à-dire tout ce que vous venez d'indiquer mérite effectivement d'être pris en charge et d'être développé. Nous avons fait cela à notre niveau, c'est-à-dire qu'on a commencé là où ça nous paraissait le plus facile pour aller de l'avant. Donc on a proposé des parcours européens, internationaux, mais européens, à des apprentis ingénieurs. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 30, il y a presque 40 apprentis ingénieurs qui ont effectué des missions. Ces missions sont de 3 mois, au Pays de Galles, c'est en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en Espagne, en Italie et en Pologne. Et en Allemagne, et ça leur permet évidemment d'approfondir la connaissance qu'ils ont de la langue locale, et en même temps, évidemment, ça leur permet de se confronter à une culture qui est différente, sachant que nos outils de production sont extrêmement voisins d'un pays à l'autre, et que ce qu'ils ont vu en France, ils vont le retrouver ailleurs. Donc on va essayer d'accentuer ça, de l'étendre à d'autres métiers dans les années qui viennent. On est extrêmement favorable à ces parcours qui sont des parcours internationaux. On n'a pas envisagé aujourd'hui, parce que ce n'est pas vraiment de notre sort, la possibilité qu'une partie de l'enseignement, c'est-à-dire la partie académique, soit également prise en charge au niveau européen, au niveau local. Nous ne l'avons pas envisagé, c'est quelque chose que nous avons pris en charge nous-mêmes, que nous finançons totalement.
Dans leur organisation ou l'organisation de l'apprentissage, la possibilité pour les apprentis de partir à l'étranger sont effectivement les bienvenus. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Évidemment, en accord avec nos besoins. Je pense, L'Oréal est implanté en Chine depuis un certain nombre d'années. Il développe des affaires, comme vous le savez, d'une façon très importante. Il y a des taux de croissance très importants. Donc tout ce qui peut contribuer à nous aider à former des jeunes gens qui pourraient repartir en Chine et qui en même temps nous apporteraient une sensibilité particulière liée à leur origine, tout ça va tout à fait dans le bon sens. Maîtres des métiers. Ces 9 maîtres des métiers sont des gens qui sont des collaborateurs, qui sont volontaires. Parfois, ils sont dans les relations humaines, parfois sont des opérationnels, des vrais professionnels. Et leur responsabilité, c'est de s'assurer en permanence que le sourcing, c'est-à-dire que nos possibilités d'accueil d'apprentis sont bien en relation avec l'évolution des métiers à L'Oréal. En fait, c'est une quête permanente. Où peut-on trouver des jeunes gens qui ont été formés de façon correcte et même idéale, d'une certaine mesure, par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc, ils font ce travail, ils le font à tous les niveaux de la hiérarchie. Alors, on a un maître des métiers pour la recherche, un maître des métiers dans le domaine du secrétariat, on a un maître des métiers dans le domaine de l'industrie, marketing, commerce, et ça fonctionne de façon satisfaisante. Ils sont réunis par la structure de coordination de temps en temps, et ils ont la possibilité d'échanger entre eux sur leurs bonnes pratiques. Non, la gestion prévisionnelle, elle est au niveau du terrain, c'est au niveau de chacune des entités. Au niveau du groupe, on facilite les choses, mais c'est une de nos sociétés filiales en France qui va décider de prendre 3 apprentis, ou la recherche, ou tel laboratoire de recherche va décider d'en prendre 2. Nous, notre rôle, c'est de faciliter les choses, c'est de les coordonner, c'est de donner de la cohérence à tout cela. Mais c'est sur le terrain, dans chacune des affaires, dans chacune des usines, dans chacun des laboratoires, que la décision est prise. Non, on échange en permanence. Le maître des métiers vient en appui des décisions locales et les aide et les facilite. Nous, notre rôle, c'est conseiller, aider et convaincre. Écoutez, toutes les qualités, c'est pas spécifique aux apprentis, c'est toutes les qualités que l'on attend d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui va commencer à travailler. Évidemment, il faut avoir des connaissances, mais il faut beaucoup de curiosité, il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Parmi les grandes qualités d'écoute, il y a quelques années, on disait il faut être comme une éponge. Concernant particulièrement l'ESSEC, lorsque Jean-Pierre Boisivon, qui dirigeait l'ESSEC à l'époque, est venu nous voir pour nous proposer d'accueillir des apprentis ESSEC, on lui a dit oui tout de suite. Donc il n'y a pas eu... C'était avec M. Vachet, qui était vice-président et directeur général des Ressources humaines à ce moment. Nous y étions tous les deux avec Jean-Pierre Boisivon. On n'a pas hésité une seconde. On lui a dit oui. Et on a accueilli des étudiants ESSEC depuis le lancement de l'apprentissage, c'est-à-dire depuis qu'on s'est lancé avec lui, on a accueilli 30 étudiants, on en a embauché 5, et ils ont fait à peu près tous les parcours au sein de notre groupe. Nous en avons 4 actuellement. Alors on travaille avec l'agro, donc Paris-Grignon, de façon très étroite depuis pratiquement le lancement de l'apprentissage aussi, qui sont deux centres de formation avec lesquels on a développé des partenariats qui sont importants. On n'est évidemment pas les seuls, il y a beaucoup d'autres entreprises qui font exactement la même chose que nous dans ce domaine. Je pense que la formation d'agro permet des parcours extrêmement diversifiés. Je crois qu'on retrouve un pourcentage, qu'on retrouve un pourcentage de jeunes gens sortant de l'agro dans le domaine de l'agriculture qui est assez faible, qui est assez faible par rapport à l'idée qu'on peut s'en faire. On retrouve des agros à peu près dans tous les domaines, que ce soit au marketing, à la recherche appliquée, développement, et y compris dans le domaine financier. Je veux dire, la relation avec les centres de formation d'apprentis, la relation étroite entre le patron d'une entité, les maîtres d'apprentissage et les formateurs est un élément absolument clé. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut vraiment insister. Plus nous avons une connaissance du contenu pédagogique, plus l'entité de formation, le centre de formation d'apprentis sait comment fonctionne notre organisation
comment nous travaillons, quels sont les projets sur lesquels les apprentis se mobilisent, mieux ça marche.